Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ouvrir un nouveau journal de lecture avec ma dernière lecture que j'ai terminée pile poil ce matin. Je l'ai commencé dimanche soir et franchement il s'est lu super vite. Alors, je vais pas vous lire la quatrième de couverture, tout simplement parce qu'en fait là je refais la vidéo. J'ai déjà enregistré il y a 2 heures et je me suis rendu compte qu'en fait dans la quatrième de couverture ils en disent trop. Et après je vous ai pas fait le résumé à ma manière et du coup la vidéo ne me convenait pas, donc je recommence. Donc je vous présente Un air d'éternité de Clarisse Sabart. Donc on est sur une double temporalité aujourd'hui et pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Il y a une partie qui se passe au présent, c'est-à-dire en 2018 avec Lisa. Lisa c'est une jeune femme qui est maman d'un petit garçon qui s'appelle Tim, elle l'élève toute seule. Vous saurez pourquoi dans le roman. Et donc elle vit à Châtillon, dans l'Indre, un département que je connais bien parce que j'y suis née et j'y ai grandi. Et donc elle vit proche de chez son grand-père, pas dans la même maison, mais sur la même commune. Et à un moment donné, son grand-père fait des travaux chez lui, il fait un malaise et le médecin lui conseille à Lisa de le prendre chez elle le temps des travaux. Forcément, le grand-père n'est pas très d'accord, mais il finit par accepter. Et donc il va s'installer chez elle pendant le temps des travaux. Mais sauf que Lisa avait aussi prévu d'accueillir sa mère, qui vit une période difficile. Et le problème, c'est que la mère et le grand-père ne se parlent plus depuis 8 ans. Donc ça a l'air une ambiance assez pesante. Mais finalement, dans l'histoire, ça tombe à plat, donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Et donc on a cette histoire là qui est dans le présent et pendant qu'il y a des travaux chez le grand-père, à un moment Lisa est appelée par les ouvriers, donc elle doit s'y rendre et elle découvre un petit coffret, elle découvre un journal intime qui a été écrit en 1939, enfin ça a commencé en 1939 et du coup elle tombe sur ce carnet. Au début elle se dit mais je connais pas cette personne et pourquoi ce truc est ici. Donc elle essaie d'en parler à son grand-père et son grand-père se braque et donc elle n'obtient rien de lui. Donc là on découvre qu'il y a des secrets de famille et en fait la plus grosse partie du roman c'est ça, c'est l'histoire de cette famille pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Indre était dans la zone dite libre mais quand même sous occupation allemande. On voit les Allemands par-ci par-là à différents moments pendant ces quelques années. Et du coup, on va suivre l'histoire de cette famille au moment justement de l'occupation. On va suivre aussi l'histoire de cette petite ville, ce village, pendant cette période-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. D'une part parce que je connais pas très bien, j'ai beau connaître mon département, je connais pas l'histoire de mon département à ces périodes-là. Parce que mes parents n'étaient pas encore nés, ils sont nés juste après la guerre. Et j'ai pas connu mes grands-parents ni paternels ni maternels. Donc ça aurait été eux les mieux placés pour m'en parler, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc c'est une période que je connais pas très bien, je connais vraiment juste les grandes lignes. Mais du coup j'ai aimé être replongée comme ça dans ce département que je connais, avec des lieux que je connais, même si c'est pas exactement là où j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi dans le sud du département, là ça se passe plutôt vers le nord, mais il y a quand même des coins que je connais. Donc j'ai trouvé ça très chouette. La famille, c'est une famille qu'on pourrait dire héroïque dans ce qu'elle fait, mais en tout cas ça a été très intéressant. J'ai trouvé par contre que l'histoire dans le présent est un petit peu trop légère. En fait on aurait pu faire quelque chose de vachement plus construit, donc j'étais un petit peu là-dessus, mais les personnages sont très attachants, il y a des relations qui sont vraiment très attachantes, et l'histoire dans le passé j'ai trouvé qu'elle avait mis beaucoup de temps à s'installer, mais après finalement ça s'équilibre. Donc c'est la première fois que je lisais un roman de Clarisse Sabart. Je l'ai choisi juste parce que ça se passait dans l'Indre, une région dans laquelle elle a grandi et moi aussi. Donc c'était l'occasion de découvrir sa plume. Honnêtement je ne sais pas si je relirai un autre roman d'elle parce que les sujets dans les autres romans ne m'attirent pas plus que ça, ni les couvertures, ni les titres. Donc ça sera au hasard, je ne sais pas. On verra, mais sinon ça se lit facilement. Les indices sont bien situés dans le roman, tout au long, ils sont bien disposés. Ça fait, on n'est pas à un moment complètement perdu. Je me suis mélangé un petit peu les pinceaux moi avec des prénoms, parce que un des personnages s'appelle Louis,
Et par moments on l'appelle Loulou, c'est son surnom. Et il est à la fois dans le présent et dans le passé parce que dans le passé il était un petit garçon de 10 ans. Et son grand-père dans le passé s'appelait Léandre. Donc forcément quand on jongle avec deux temporalités, avec des prénoms qui se ressemblent un petit peu, dans le présent on a Lisa et dans le passé on a Aurélia, pareil. C'est des prénoms qui ont des petites consonances comme ça, donc on se mélange un peu les pinceaux. Mais sinon franchement c'est hyper fluide à lire, donc c'était une bonne lecture. Aujourd'hui nous ne sommes que le 28 février, mais je vais commencer dès maintenant ma pile à lire de mars. Donc pour ce premier roman de mars, je vais lire 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Je vous lis pas la 4e de couverture parce que je vous l'ai déjà lu je pense dans la palle, dans ma vidéo sur la palle. Donc je vais pas le refaire et comme je vais juste le lire après, je vais éviter de trop me spoiler en lisant le résumé. Je la mets dans la pochette parce que je vais partir après, donc j'en aurai besoin. Et en parallèle de celui-ci, je vais lire aussi un autre livre mais qui n'est pas un roman, donc ça va pas me gêner. Oh là là, je suis en train de l'abîmer. Ah non. Ah, c'est mon marque-page qui bloque. Oh, j'ai abîmé mon marque-page. Bon, c'est pas très grave parce qu'en plus c'est le marque-page de l'automne, donc faut que je m'en fasse un nouveau, mais je l'ai bien plié en deux. En même temps, je préfère que ce soit le marque-page plutôt que le livre. Donc, ça c'est le livre que je vais commencer, mais je vais en commencer un autre en même temps, qui n'est pas un roman comme je disais, que j'ai reçu grâce à Babelio. J'ai participé à la masse critique Babelio de février. Et j'ai reçu cet énorme livre, Le retour de l'hypothèse Dieu de Stephen Meyer. Donc les découvertes scientifiques qui attestent de son existence. Il est énorme, il fait 530 pages. Quand je l'ai vu, j'ai un mois pour le lire et en faire la chronique sur Babelio. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Quand j'ai voulu regarder le nombre de pages, je suis tombée sur des pages comme ça. Écrit tout petit. Je me suis dit, mais c'est un dictionnaire, ça va être horrible. Mais en fait, au cœur du livre, c'est écrit un petit peu plus gros. C'est pas beaucoup plus, mais bon, il y a quelques schémas, quelques illustrations. J'ai bon espoir. Mais bon, du coup, ça me gâche un petit peu. Enfin, c'est pas que ça me gâche, mais j'avais prévu plein de lectures pour mars. Et je m'attendais à recevoir le livre de Babelio plus tôt au mois de février. Mais là, je l'ai reçu que le 26. Enfin, j'ai reçu vendredi, mais en fait, j'étais pas à la maison. Donc, j'ai dû aller le chercher à la bibliothèque, à la poste. Parce que forcément, ça logeait pas dans ma boîte aux lettres. Donc ça, je vais pas le lire en une seule fois, vu que c'est pas un roman. Je vais lire des chapitres comme ça, par-ci par-là, tout au long du mois, je pense. Alors c'est intéressant parce que moi, je suis athée. J'aimerais bien avoir une religion, croire en Dieu, mais je n'y arrive pas. J'envie les personnes qui croient en Dieu parce que souvent, dans des moments difficiles, ça leur permet de surmonter des épreuves. Et honnêtement, ça me manque. Mais j'ai beau essayer de croire en Dieu, je n'y arrive pas. Je suis quelqu'un de trop cartésien, je pense. En plus, je n'ai pas baigné dans ça dès toute petite, donc c'est un peu trop abstrait pour moi. Mais je me dis que peut-être qu'avec ce genre de livre, ça peut me faire... peut-être me faire changer d'avis, je sais pas. Après, voilà. Je suis ouverte, je suis très ouverte sur ce sujet-là, donc... j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner, d'avoir des preuves de l'existence de Dieu. Voilà. Je vous en parlerai, je pense. Et donc voilà, donc ça va m'accompagner pendant tout le mois de mars, donc vous n'avez pas fini de le voir. Et j'ai le livre de Liane Moriarty, un petit thriller domestique là pour commencer le mois de mon anniversaire, ça c'est top. Et lui par contre ça va être moins top de le transporter. Mais je vais l'emmener avec moi cet après-midi parce qu'on est mercredi, donc c'est la journée des activités des enfants. Donc je vais faire le taxi d'un point A à un point B, attendre entre deux activités. Donc je vais l'emmener avec moi, ça va m'occuper. J'en ai les deux comme ça, si un me saoule, je prends l'autre. Et donc voilà, voilà pour cette introduction du journal de lecture. Et je reprendrai quand j'aurai fini le Liane Moriarty. À très bientôt. Je reviens vous parler de ma lecture. Donc... je ne sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai pris, c'était il y a tellement longtemps. Je vous ai pris mercredi dernier et là on est vendredi, donc il s'est passé 9 jours. Mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Alors, c'était une chouette lecture, loin d'être un coup de cœur et ce n'est pas non plus mon préféré de l'autrice.
Mais j'ai bien aimé. Alors, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à un thriller avec au moins un mort, voire plus. Sauf que, bah, désolée de vous spoiler, mais il n'y a aucun mort. Et je l'ai attendu jusqu'à la fin, je dis mais il est où ce mort, il est où ce mort. Et bah du coup, j'ai été un peu déçue là-dessus. Et en plus, je pense que du coup, ça m'a un peu gâché ma lecture parce que j'attendais tellement ce moment que bah, j'ai un petit peu zappé le reste. Mais c'était une bonne lecture. Donc, dans cette histoire, Liane Moriarty nous raconte la rencontre de 9 parfaits étrangers qui se rencontrent dans un centre de remise en forme qui, qui promet de métamorphoser ses clients pour une retraite de 10 jours. Donc le roman commence un petit peu avant, enfin il commence même plusieurs années avant cette rencontre. On a deux ou trois, ouais, peut-être 2 ou 3 chapitres qui se passent 5 ans ou 10 ans auparavant, donc c'est important. Et après, on suit les différents personnages qui viennent de différents horizons, qui sont très différents les uns des autres, qui viennent dans ce centre pour diverses raisons. Une personne vient pour perdre du poids, d'autres personnes viennent pour faire une thérapie de couple, d'autres pour faire un deuil. Enfin, il y a plein de raisons différentes, mais ils vont tous dans ce centre qui s'appelle Tranquillum House, qui est géré par Masha. Masha, c'est une femme très charismatique, on va dire ça comme ça, et qui éblouit tout le monde. Et donc c'est elle qui gère ce centre, avec l'aide de Yao, qui est un ami très très dévoué, et Dalila, qui est une ancienne collaboratrice. Elles ont déjà travaillé ensemble auparavant, et ça vous le découvrirez dans ce livre. Et donc tous les trois, ils gèrent ce centre où les gens sont censés ressortir complètement métamorphosés, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe dans ce centre. Voilà, il y a des rumeurs, certains ont des amis qui sont passés par ce centre qui leur ont dit que du bien, mais en fait, en lisant le livre, on se rend compte que les techniques utilisées diffèrent en fonction des envies de Masha, aussi en fonction des tempéraments des clients et tout ça. Et donc, bah, dans ce roman, on va changer de point de vue à chaque chapitre. À chaque chapitre, on va s'intéresser à soit à Masha, soit à Dalila, soit à Yao, soit un des clients de ce centre. Et finalement, il va pas se passer grand-chose durant cette période de 10 jours. Ouais, il se passe quelques petites choses dans ce centre pendant ces 10 jours, mais c'est pas le cœur du roman, j'ai envie de dire. Le cœur du roman, en fait, bah, ça va être l'histoire de chacun des personnages. Parce qu'ils sont là pour des raisons bien précises, mais c'est pas celle forcément qu'on nous donne au départ. Au départ, on rencontre les personnages, ils sont un peu égocentriques, un peu égoïstes, un peu superficiels, et ils nous agacent. Et en fait, après, quand ils seront dans ce centre et qu'on va s'intéresser plus en profondeur à chacun d'eux et pourquoi ils sont vraiment ici, bah forcément on va découvrir leur passé, leur histoire, et ils vont nous devenir beaucoup plus sympathiques et intéressants. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que en effet c'est vraiment un thriller psychologique, mais en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai été étonnée par la fin, je m'attendais pas à une fin comme celle-ci, qui m'a beaucoup plu, parce que finalement comme c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était pas du tout mes attentes par rapport à cette autrice. Et du coup, bah, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a confrontée à d'autres choses, et du coup, j'ai trouvé que la fin était vraiment chouette, très très chouette, totalement inattendue. Et je suis toujours conquise par l'autrice parce que même si c'est pas mon préféré, eh ben, elle a réussi à faire quelque chose de très différent des autres romans que j'avais lus d'elle, et à me faire passer un bon moment. Donc, j'ai quand même mis du temps à le lire, hein. J'ai quand même mis plus une semaine à lire un roman de 500 pages. Ce qui me paraît bizarre parce que bon, oui, c'est un grand format, mais c'est pas écrit tout petit non plus. Mais je sais pas, le fait de jongler entre les personnages, bah, des fois il fallait revenir un petit peu en arrière, il fallait se reposer des questions sur ce qu'on savait de chacun des personnages. Et puis il y a eu la fatigue où il y a plein de soirs où je me suis endormie sur le livre. Donc il était moins prenant, moins passionnant que les autres livres. Mais il faut attendre bien la moitié du roman pour être vraiment emporté par l'histoire. Je trouve que
il aurait fallu commencer plus vite l'histoire. Je pense que les premiers, enfin pas les premiers paragraphes, plutôt les premiers chapitres auraient dû être plus rapides, voire peut-être même inexistants parce qu'ils sont pas très importants finalement dans l'histoire. Donc je pense que les premiers chapitres on aurait pu les zapper et commencer le roman à partir du moment où les clients arrivent à Tranquilo Mouse. Parce qu'il se passe quand même pas mal de temps avant qu'ils y arrivent et du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu ennuyée. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais à partir de la moitié du roman, ça s'accélère et ça devient vachement plus intéressant. Et c'est une fin par contre qui est parfaite. Donc voilà, un Liane Moriarty 2+ de lu. C'est mon 3e, mais j'ai hâte de lire les prochains. Mon prochain sera peut-être Le Mari, qui a reçu énormément de bonnes critiques, mais vraiment énormément. Et en plus, c'est le premier qu'elle a écrit. Et je pense avoir déjà vu à la médiathèque, donc j'essaierai de le prendre, mais pas pour ce mois de mars. Mais je pense que ce sera mon prochain de l'autrice. Donc voilà le dernier livre que j'ai lu, et j'en ai 2 en cours, parce que je vous avais montré que je lisais un autre livre en même temps. Je suis toujours dans celui-ci, Le Retour de l'hypothèse Dieu. J'en suis à combien de pages? Pas beaucoup, parce que cette semaine, je ne l'ai pas lu. J'en suis à la page 56. J'ai dû lire peut-être 10 pages depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. J'en suis à la page 56. Pour l'instant, c'est pas passionnant, parce que pour l'instant, l'auteur nous parle surtout... comment dire, pas des interférences, mais des relations qu'il y a eu et qu'il y a eu entre la religion et la science dans l'histoire, donc au cours des siècles. Donc il y a quelques passages qui sont intéressants, mais le problème c'est qu'il cite énormément de scientifiques. La plupart en plus sont américains, donc ils ne sont pas... Voilà, pour moi, ils étaient inconnus pour moi, la plupart. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme si l'auteur écrivait ce livre pour lui et ses pairs, en fait. C'est un petit peu un entre-soi. Il y a énormément de notes. Il y a des astérisques, des petits numéros partout, partout, partout. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les notes en bas de la page. Tout est regroupé à la fin. Et du coup, c'est vraiment agaçant de jongler entre la lecture vraiment et les notes. Donc pour l'instant, je ne lis pas les notes. Je me contente vraiment de la lecture comme ça en continu. Il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, il n'y a pas ce que j'attendais. Donc j'espère qu'il y aura quelque chose de plus concret dans le reste du roman. Enfin, pas du roman, dans le reste de l'ouvrage. Mais pour l'instant, c'est un petit peu vide. Mais bon, j'ai encore du chemin. Mais en tout cas, je mets plein de petits post-it parce que ça, je sais que c'est un livre que je vais garder. Et du coup, c'est quand même vachement plus pratique pour retrouver les trucs parce que des fois, c'est juste une phrase ou 2 phrases et j'ai pas envie de mettre plein de marque-pages et j'ai pas forcément mon téléphone avec moi. Donc du coup, je suis assez équipée quand je me mets à lire celui-ci. Je prends mes post-it, je prends mon crayon de papier et du coup, j'ai mon tote bag juste pour ce livre-là. Mais voilà, je le lis petit à petit. Je le lirai peut-être cet après-midi parce que je pense que j'aurai un petit peu de temps avant de récupérer les enfants à l'école. Et sinon, en termes de romans, hier soir, j'ai commencé celui-ci qui est un service presse, Sur le pas de la porte, d'Hélène Bastide, aux éditions Hello. J'ai reçu un service presse, je l'ai reçu soit en janvier, soit début février, je sais plus. Et donc, c'est une histoire qui se passe au Bénin. On suit une jeune Française qui s'appelle Alba, qui part... pour des raisons personnelles et professionnelles au Bénin pour y vivre quelques temps. Donc je vous lis pas le résumé parce que je suis en train de le lire et j'en suis déjà, je l'ai commencé hier soir mais j'en suis déjà à plus de la moitié. Il est très très court, il fait 150 pages et j'en suis déjà à la page 85. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé quand je l'aurai lu, je pense que je l'aurai fini ce soir. Donc je vous en parlerai en début de semaine prochaine. Et donc voilà, donc il n'était pas, si je me trompe pas, il n'était pas dans ma palle de mars. Mais comme c'est un service presse et que j'avais promis de le lire pour la mi-mars et que j'ai pas eu le temps de le lire en février, je l'ai casé, voilà, il est très très court donc ça m'aura pris une journée. Et après je lirai le livre avec les printemps. Je vois pas, il est derrière. La suite des Noël blanc, voilà,
j'ai envie de lire celui-ci, donc ce sera celui-ci que je commencerai ce week-end. Voilà pour aujourd'hui et je vous reprends dans quelques jours. Me voilà pour vous parler de ma 3e lecture de ce journal de lecture. Donc il s'agit d'un roman qui s'appelle Sur le pas de la porte, écrit par Hélène Bastide. C'est un service presse, je l'ai reçu gratuitement. Alors, je vous avais dit il y a quelques semaines ou en début d'année que je voulais lire des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des personnes qui n'étaient pas très connues. Et j'avais envie de lire aussi des histoires qui se passaient dans d'autres pays, notamment en Afrique. Et là c'est le cas, celui-ci se passe au Bénin. Donc on suit Alba, qui est une jeune femme dans la vingtaine, on la rencontre au moment où elle part de l'aéroport de Paris, où elle se rend du coup en avion au Bénin. Donc on la rencontre à ce moment-là, on ne sait pas grand-chose de sa vie, pour ne dire rien. On sait qu'elle rêve d'aller au Bénin, mais on ne sait pas pourquoi exactement. Et elle y va pour le travail, mais pareil, on ne sait pas quel est son travail. Donc elle arrive au Bénin, on se doute que c'est pour quelques mois, pour une mission de travail. Et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout préparée à son voyage parce qu'elle ne connaît pas forcément les us et coutumes, elle ne connaît pas les dialectes, donc forcément, ils arrivent quand même à se comprendre. Hein. Au Bénin, on parle français également. Et du coup, elle y va en toute insouciance. Pour elle, c'est un rêve qui se réalise, donc elle est hyper contente. Elle se dit que tout va bien se passer, visiblement. Et finalement, elle va se retrouver un petit peu seule. Assez vite finalement, on va ressentir la solitude assez vite parce que les gens ne se mêlent pas forcément avec elle. Visiblement elle s'entend bien avec ses voisins dans un environnement calme, mais vu qu'elle est au Bénin que pour quelques mois, elle a envie de visiter le pays, les différentes villes, les différents marchés, et donc comme elle ne connaît pas le pays, elle va être obligée de se fier aux gens qu'elle rencontre, à son guide touristique. Voilà, elle va devoir se débrouiller. Sauf que le Bénin, c'est pas la France. Et par exemple, pour se déplacer là-bas, c'est difficile, c'est surtout avec des M, c'est les gens qui vous transportent. En fait, c'est une sorte de taxi, mais à moto ou mobilette. Il y a quelques bus, mais vu que les routes ne sont pas très entretenues, ça tombe vite en panne. Donc pour se déplacer, c'est assez compliqué, mais elle se débrouille. Et en fait, même pour visiter les différents lieux, à chaque fois, elle se retrouve dans des situations où les gens sont pas... Enfin, c'est pas qu'ils sont malveillants, c'est juste qu'ils vont pas venir forcément vers elle facilement. Et les rares personnes qui vont venir naturellement vers elle, elle va pas se méfier. Et en fait, ce seront des personnes qui ne seront pas forcément bien intentionnées. Alors, peut-être qu'elles le feront d'une manière bien intentionnée au départ, mais au fur et à mesure, comment dire, leurs intentions ne seront pas forcément les meilleures. Donc, elle ne va pas savoir forcément comment jongler avec ces personnes, ce qu'ils veulent d'elle, ce qu'ils attendent d'elle. Donc c'est assez compliqué parce qu'elle ne connaît pas les us et coutumes, elle ne connaît personne sur place à qui elle peut faire à 100% confiance. Donc c'est assez compliqué. Et en même temps, en étant une femme, c'est encore plus compliqué. Voilà, un homme aura peut-être peut-être moins abordé dans la rue qu'une femme. Et en plus, elle va être confrontée à quelque chose qu'elle n'avait jamais vu jusque-là vécu, c'est le racisme. Parce que nous, en France, on assiste souvent à des scènes racistes envers des personnes noires, des personnes maghrébines, des personnes de différentes couleurs de peau. Mais c'est vrai que nous, en tant que blancs en France, on ne le vit pas. Mais il ne faut pas oublier que quand on voyage, notamment dans des pays africains, on peut vivre un racisme anti-blanc également, ça existe aussi. Et du coup, elle va un petit peu le vivre aussi. Pas forcément d'une manière flagrante, mais voilà, ça va exister un petit peu. Et puis, en plus, elle véhicule l'image, malgré elle véhicule l'image de la France, de l'Europe. Voilà, moi je l'ai vécu en allant dans un autre pays africain. C'est vrai qu'en tant que Français, on est vu parfois par
comme si on était un euro sur pattes en fait. Voilà, donc on nous demande facilement de l'argent, on va nous accoster pour telle ou telle chose. Donc elle vit aussi ce genre de choses au Bénin. Il se passe des choses avec un homme qui va essayer de, voilà, il va vouloir peut-être l'épouser pour pouvoir venir en France après, donc pour des histoires de papier. Enfin, elle va vivre plein d'événements, Alba, en quelques mois, plein d'événements très différents, auxquels elle ne s'attendait pas, et ça va être assez compliqué pour elle de démêler les choses, de démêler les fils, de savoir se comporter avec telle ou telle personne, savoir sur qui elle peut compter, de qui elle doit se méfier. Donc c'est un roman qui est très très court, hein. Il fait quoi? Il fait moins de 150 pages. Et pourtant, on arrive à avoir tout ça dans un seul roman, en juste quelques mois. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. L'autrice va à l'essentiel, elle nous perd pas dans des trucs qui vont par-ci par-là. On va vraiment à l'essentiel, on est toujours autour d'Alba. Et chaque chapitre a le nom d'un des personnages qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de son voyage. Donc à chaque chapitre, il se passe quelque chose de différent, elle rencontre de nouvelles personnes et c'est hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'ai retrouvé certaines choses que moi j'ai vécues dans un autre pays africain et ça m'a fait penser aussi à d'autres choses qu'une de mes amies a vécues aussi lors d'un stage professionnel, pareil dans encore un autre pays africain. Donc il y a des choses comme ça récurrentes qui reviennent. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'est très réaliste et je peux que vous encourager à le lire, c'est une lecture très très rapide, donc Sur le pas de la porte d'Hélène Bastide. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo avec ces 3 lectures vous aura plu. Je suis toujours sur le, sur le livre de Dieu et la science et j'ai également commencé ce week-end Les printemps de ce monde de Christian Signol, mais je ne l'ai pas encore terminé. Donc je viendrai vous en parler dans un nouveau journal de lecture quand je l'aurai terminé. Je vous dis à très bientôt.